Yo les bros et bienvenue dans cette review du chapitre 1089 de One Piece. Oui, bon j'ai raté mon rendez-vous au coiffeur, le bonnet est obligé de revenir quelques temps là. Vous allez bien hein? Bah moi je suis heureux puisqu'aujourd'hui j'ai une review préparée et mijotée avec amour à vous proposer avec une très longue partie de théorie qui va, je l'espère, vous choquer. Oui, dans cette review vous découvrirez l'apocalypse qui se prépare dans One Piece et comment pour une fois les ennemis pourraient bien sortir grand vainqueurs de cette confrontation à Egghead. Que ce soit la séparation de Luffy avec le reste des Mugiwara, le plan de York et du Gorosei qui se déroulera avec succès et le déluge qui s'apprête à se déclencher partout dans le monde, j'ai de quoi longuement vous faire réfléchir sur l'avenir de One Piece. Alors ne perdons pas plus de temps, vous le savez bien, mais si vous avez aimé cette vidéo les potes, un simple like gratuit et rapide aiderait énormément la chaîne à se développer et vraiment merci à tous ceux qui le font, vous êtes des boss. Rappel habituel également, ce soir 20 h on analyse à nouveau le chapitre sur Twitch en live avec d'autres informations complémentaires que j'ai pas pu mettre dans la review. Bref, rejoignez-nous ou checkez la rediff sur la chaîne secondaire. Voilà, je vous embête pas plus et surtout je vous remercie de votre patience les bros. Désormais préparez-vous bien pour le début de cette review. Bonne vidéo à vous. Ce chapitre part un peu dans tous les sens, on y voit effectivement beaucoup d'événements dispersés partout dans le monde, alors je pense que le plus intéressant est de diviser cette review en 3 parties. La première sera sur le tremblement de terre s'étant fait ressentir à travers les mers, la deuxième sera centrée sur l'assaut d'Egghead et de la marine, et la troisième concentrera une partie des théories que l'on peut faire et déduire de ces événements, et vous verrez mine de rien qu'il y a beaucoup de choses à redire de ce chapitre, qui nous réintroduit les Mugiwara après plus de 4 mois d'absence. Commençons donc par la première partie. Nous retournons au village Fushia pour la première fois depuis un sacré bout de temps et nous découvrons ainsi la réaction de Whoopslap, le maire de Fushia, Makino et le clan de Dadan à la nouvelle concernant Garp et sa disparition. Déjà, et c'est important de le noter, mais ça signifie que nous sommes le lendemain du précédent chapitre, car c'est à la fin du 1088 que le narrateur révélait que les journaux de lendemain annoncèrent le retour de Koby, la perte de contact de Garp sur la ruche et le siège d'Egghead par Luffy. Ce chapitre nous le confirme et nous place dans une nouvelle ligne temporelle. Les Mugiwara sont donc sur Egghead depuis minimum 24 heures si ce n'est plus. Ce qui veut dire que le jour J est arrivé. Rappelez-vous au chapitre 1078, le narrateur expliquait qu'un incident surviendra le lendemain sur Egghead et bouleversera le monde au-delà de l'imaginable. On y est, alors quel sera cet événement, cet incident, ça on le verra plus tard, mais au moins vous aurez déjà un petit peu plus de hype à lire ce chapitre en réalisant que nous sommes aux portes d'un événement sans précédent. Pour revenir au village de Fushia, Whoopslap qui en est le maire semble être confiant sur l'avenir de Garp, ce qui est assez rassurant à mon avis, puisque Oda s'exprime à travers ses personnages et si l'un d'eux pense que Garp va bien, alors nous aussi on doit le penser. Ouais. Bref, première vraie interaction du bébé de Makino aussi. Notons qu'il semble beaucoup apprécier Luffy à en juger sa réaction en voyant sa photo sur le journal. Alors c'est à vérifier, mais il semble que Makino parle de Luffy à son fils comme s'il était son grand frère. Ça vaut peut-être pas grand chose, mais je me rappelle à l'époque que certaines théories voulaient que Ace ou même Sabo était le père du gamin de Makino. Oui, bon, ça reste une hypothèse et cette hypothèse semble aujourd'hui avoir pris un coup dans l'aile puisque si Ace ou Sabo était vraiment le père du gamin de Makino, elle aurait considéré Luffy comme son oncle en utilisant Oji-san au lieu de Oni-chan. Bref, peu importe la cohérence de cette théorie, vu qu'elle était assez présente à l'époque, je voulais apporter cette micro-précision qui sert peut-être à rien mais ça donne davantage de crédit à la théorie que Shanks soit le père du gamin puisque j'imagine parfaitement que son fils puisse voir en Luffy un grand frère spirituel. En parlant de ça, la réaction remplie de tristesse de Dadan fait vraiment d'elle une vraie mère qui s'inquiète pour sa famille, vraiment hein, je persiste à le dire, mais Oda n'a pas besoin de nous montrer la véritable mère de Luffy. Dadan remplit le job à la perfection. Ok donc, tout ça c'est cool, mais pendant ce temps le reste du monde est chamboulé, et pour le coup ce n'est pas vraiment une métaphore. De Locktown à Wano Kuni en passant par Water 7, Impel Down ou même Marie-Joise, la terre tremble. 6 jours après la destruction du royaume de Lulusia, il ne reste plus qu'un trou béant, et les secousses s'étant fait ressentir partout dans le monde semblent être les seules cicatrices de cette tragédie s'étant déroulée au chapitre 1060. Et décidément, nous avons encore une fois beaucoup à analyser. Oda nous donne à nouveau une idée de la chronologie en nous révélant que 6 jours séparent le chapitre 1060 au chapitre 1089. Pour l'instant, cette info n'est pas vitale, mais elle est à garder en tête. Pour ce qui est des tremblements, alors là c'est assez alarmant, surtout autant de temps après la destruction de Lulusia. On pourrait avoir cette impression que le monde est en train de se disloquer, tant la puissance de Mother Flame qui fut utilisée pour détruire l'île était absolument colossal. Les conséquences sont encore plus importantes que l'on pouvait le penser puisque le niveau de la mer s'est élevé jusqu'à 1 mètre.
partout dans le monde, ce qui a eu pour effet d'inonder plusieurs îles. Nous avons d'ailleurs un deuxième et dernier retour sur les villages de Fuchsia où les vagues se fracassent sur les côtes de l'île, nous poussant à nous demander si les îles de One Piece n'allaient pas finir inondées. Oda semble partir sur une toute nouvelle thématique dans cet arc d'Egghead avec la science, ses bienfaits et surtout ses dangers. La destruction de Lulusia vient directement de l'utilisation de Mother Flame, une arme créée par les Vegapunk dont York qui l'a vendue au gouvernement mondial. Dans la review du chapitre 1086, je vous faisais part du sous-entendu caché que serait Mother Flame dans One Piece, une arme similaire à la bombe nucléaire développée par nos scientifiques. Vegapunk étant inspiré d'Albert Einstein dont l'histoire est intimement reliée à cette arme nucléaire, ça ferait totalement sens que Mother Flame en soit inspiré également. Aujourd'hui et dans ce nouveau chapitre, Oda passerait encore à la vitesse supérieure en nous dévoilant les conséquences de l'utilisation d'une telle arme qui viendrait petit à petit à détruire le monde. Un pas de plus vers une catastrophe humaine et écologique qui signerait peut-être le début de la prochaine et dernière grande guerre mondiale de One Piece. Mais on en parlera après. Tout comme on parlera plus tard de l'étrange similitude que Lulusia présente avec Enies Lobby et le trou béant laissé dans l'océan. Vu qu'on se réserve pas mal pour la suite et que la première partie de cette vidéo a vite été synthétisée, passons à la deuxième partie. Cette fois-ci, nous retournons vraiment sur Egghead après l'avoir quitté pendant 10 chapitres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'île est cernée. Pas la moindre souris ne passerait à travers le blocus de la marine tant il y a de bateaux et de soldats. Ce n'est pas moins de 9 vice-amiraux ainsi que plusieurs dizaines de milliers de soldats de la marine, sans compter Saturne ainsi que Kizaru, les vraies stars de ce convoi militaire inimaginable. En parlant de Kizaru, un bout de son passé se dévoile lorsqu'il rentre en contact avec Sentomaru, censé être son neveu, je vous le rappelle. Alors quand je dis un bout, c'est vraiment une parcelle microscopique, puisqu'on le voit seulement plusieurs dizaines d'années en arrière dans sa jeunesse aux côtés de Sentomaru et Vegapunk, utilisant son fruit du démon. Très jolie case, au passage, j'aurais vraiment aimé en voir plus. En tout cas, et malgré le lien qui unit Sentomaru et Kizaru, ils se retrouvent tous les deux dans un clan différent désormais, l'amiral ne se cachant même pas d'être une sorte d'esclave et de chien du gouvernement. Après avoir vu dans les précédents chapitres une partie de la jeunesse d'Aokiji, contextualisant sa relation avec Garp, etc., je me dis en voyant ce nouveau chapitre et l'apparition d'un jeune Kizaru, qu'Oda a peut-être décidé de nous dévoiler l'histoire des amiraux dans cette saga finale. Oui, parce qu'on parle des empereurs, on parle du Gorosei, des Mugiwara et j'en passe, mais finalement les amiraux étaient quand même à une époque lointaine la menace ultime des Mugiwara, ou du moins c'est ce que l'on imaginait. Qui peut se vanter ne jamais avoir eu peur des amiraux lorsqu'ils ont été introduits, que ce soit Aokiji, Kizaru, Akainu, tu sentais qu'ils avaient un niveau astronomiquement plus élevé que Luffy et du reste des Mugiwara. Tu savais que ces mecs jouaient dans une cour totalement différente. Ces personnages méritent d'être exploités et davantage développés. Et ça a été le cas avec Aokiji qui est très spécial dans l'histoire de One Piece, mais ça doit aussi être le cas de Kizaru et de Akainu. D'où viennent-ils? D'où tirent-ils leur justice? Qu'est-ce qui se cache derrière ces monstres de puissance? Ces questions pourraient trouver une réponse au moins concernant Kizaru, puisque cet arc est un peu le sien aussi finalement, vu le passif qu'il a avec Vegapunk. Et le prochain qui va y passer, c'est Akainu. Lui pour le coup il coche toutes les cases du grand méchant. C'est l'amiral qui je pense Oda a mis le plus en avant. C'est le personnage qui doit faire quelque chose, qui va faire quelque chose. En tout cas j'espère pour lui que tous ces regards haineux la lancés à l'horizon ne seront pas en vain et qu'Oda lui réserve un bête de rôle dans cette grande saga. Quoi qu'il en soit, je ne serais pas étonné que très bientôt, ou même dans l'arc suivant d'Egghead, Akainu soit énormément remis en avant comme l'ont été ses deux autres collègues. Pour la suite, nous n'avons que du lourd avec l'apparition et la prise de parole de Jay Garcia Saturn dans un échange très révélateur avec York qui, dans la page finale, se retrouve cette fois-ci prisonnière des Mugiwara. Alors, on va rentrer en détail dans tout ce joli bordel, mais attendez, il faut qu'on m'explique là. Quand on a quitté les Mugiwara à Egghead, la situation était catastrophique. Vegapunk était emprisonné, Shaka venait de se faire tuer devant ses yeux avant que York ne se dévoile en tant que véritable traître. Et ça, c'était sans compter Franky, Usopp et Lilith, pétrifiés, et pire encore, Bonnie absolument effondrée par le passé de son père Kuma qu'elle venait juste de découvrir avant cette micro-ellipse d'une journée. Tout s'est arrêté d'un coup. Alors j'espère quand même qu'Oda va nous donner un contexte et des explications assez rapidement parce que clairement on a l'impression d'avoir sauté une bonne dizaine de chapitres. Il faut noter aussi une chose, Nico Robin a disparu. Enfin disparu est un bien grand mot, elle est absente pour l'instant. Mais ça reste très étrange car elle est la seule parmi les Mugiwara à ne pas être présente sur cette page finale alors que le commentaire de fin de chapitre annonce que l'équipage est au complet. Est-ce un sous-entendu signifiant que l'absence de Robin est inquiétante? À la base je me suis simplement dit qu'elle devait étudier des données par
rapport au poneglyph que Vegapunk a lui-même stocké. Mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le moment vu que l'équivalent de 7 ou 8 Buster Call se trouve aux portes de Egghead. De plus, Vegapunk en personne est là dans la page finale, alors ça m'a paru encore moins cohérent. Et puis je me suis souvenu d'un autre truc qui avait fait pas mal de remous dans le chapitre 1079, chapitre où nous avions quitté Egghead jusqu'à aujourd'hui. Un bateau de Barbe Noire s'approchait de l'île. Alors qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment savoir qui se cachait à l'intérieur, aujourd'hui nous avons une idée beaucoup plus claire. En effet, les événements de la ruche avec le Garp et tout le bordel qu'il y a eu mettait en scène tous les membres de l'équipage de Barbe Noire, excepté 2 d'entre eux, Lafitte et Katarina Devon. Et ces deux-là, tenez-vous bien, hein, car on ne ferait pas mieux en termes d'infiltration. Lafitte a assez de talent pour littéralement se rendre sur Marie-Joise, en pleine réunion entre Amiral en chef et Shichibukai, et j'imagine que sa capacité à voler l'aide énormément dans de telles missions. Katarina Devon, elle, justement, elle peut se transformer en n'importe qui, rien que ça. Vous vous doutez bien que si ces deux-là parviennent à infiltrer Egghead, la situation risque à la fois d'être compliquée mais aussi dangereuse, puisqu'à tout moment, ils pourraient saboter les Mugiwara, soit en prenant la place de l'un d'eux, avec Katarina Devon qui se transforme en Nico Robin par exemple, ou Lafitte qui parviendrait à désactiver le dôme frontière d'Egghead et ainsi le rendre vulnérable. Donc oui, le danger ne provient pas seulement de la marine, mais aussi du bateau de Barbe Noire qui semble d'ores et déjà s'être infiltré sur l'île il y a plusieurs heures, puisque rappelons-le, dans la chronologie actuelle de One Piece, la scène montrant l'arrivée du bateau se déroulait la veille du chapitre 1089. Il y a donc un monde où la disparition de Robin est bel et bien liée à l'arrivée de l'équipage de Barbe Noire et à ce teasing que nous avons depuis plusieurs années, que ce soit par Nekomamushi qui la mettait en garde contre les autres pirates qui pourraient l'enlever, ou même par Kaido et Big Mom qui voulaient l'utiliser pour lire les poneglyphes. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que oui, on parle de Nico Robin qui a disparu, mais il y a aussi une grande majorité des Vegapunk qui sont absents, ainsi que Kaku et Stussy. Admettons encore une fois que l'équipage de Barbe Noire, qui va forcément servir à quelque chose, a dans l'idée d'infiltrer Egghead, eh bien il pourrait s'en prendre à Kaku ou Stussy ou même un autre Vegapunk. Ça laisse la porte ouverte à beaucoup de théories, peut-être que beaucoup d'entre elles ne vous intéresseraient pas, mais j'en parlerai quand même ce soir à 20 h sur ma chaîne Twitch, alors venez y faire un petit tour. Bon, et globalement le chapitre était très cool, hein, revoir les Mugiwara m'a fait vraiment plaisir, surtout vu leur flow colossal, hein, le blabla habituel, ok, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant je voudrais revenir sur le cas de J. Garcia Saturn et 3 choses qui l'ont concerné dans cette fin de chapitre. Premièrement, Jewelry Bonnie. Saturn nous révèle une petite dinguerie la concernant en disant ouvertement qu'il n'avait plus besoin d'elle et qu'il pouvait la laisser filer. En gros, un membre du Gorosei sous-entend que le gouvernement lui-même semble avoir eu recours au pouvoir du fruit du démon de Bonnie. Enfin, il ne l'a pas dit explicitement, donc c'est peut-être qu'un abus de ma part, hein, mais après tout, à quoi servirait Bonnie si ce n'est qu'à vieillir ou rajeunir les gens? Cette scène fait d'ailleurs écho à celle du chapitre 595 où Akainu se trouve être soulagé d'avoir récupéré Jewelry Bonnie après qu'elle ait apparemment pris la fuite du gouvernement mondial. Donc si on récapitule un petit peu, ils avaient besoin d'elle avant l'ellipse et n'en avaient plus besoin après. On pourrait suggérer que Bonnie eut un rôle à jouer dans la croissance des Séraphins, c'est une hypothèse valable, hein, pour plusieurs raisons. Pourtant je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas davantage besoin d'elle alors que les Séraphins pourraient atteindre l'âge adulte encore plus rapidement et donc atteindre un nouveau sommet dans leur puissance. Dans ce cas, une autre hypothèse vaut peut-être le coup d'être mentionnée et c'est celle du Gorosei qui utilisait Bonnie pour gagner du temps de vie. On a tous eu cette sensation à un moment ou l'autre que le Gorosei vivait depuis longtemps, très longtemps même. J'entends par là qu'un pouvoir du monde de One Piece aurait pu conserver leur corps alors qu'ils continuaient à prendre en âge. C'était totalement probable, surtout que récemment nous avons eu une mini-aventure axée sur le passé de Vegapunk et ce même Vegapunk vient à rencontrer le Gorosei il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Devinez quoi? Eh bien ils n'ont presque pas changé. Oda a bien fait attention à ne pas révéler les traits de leur visage, mais leur barbe ou même leur silhouette n'ont pas bougé d'un iota. Et quand nous apprenions au chapitre 1086 qu'Imu était possiblement le même Imu de la famille Nerona, membre des 20 rois fondateurs du gouvernement il y a de cela 800 ans, ça devient tout de suite moins incroyable d'imaginer que le Gorosei est lui aussi immortel, enfin en quelque sorte. Si Imu avait bénéficié des pouvoirs du Ope-Ope no Mi pour obtenir une vie éternelle, les 5 doyens, eux, passeraient par les pouvoirs du... Ah bah ouais tiens c'est vrai ça, comment se nomme le fruit du démon de Bonnie? Parmi tous les fruits du démon des supernovas, seul celui de Jewelry Bonnie n'a pas été encore montré et véritablement révélé. Certes on peut dire la même pour Œil Rouge, hein, mais lui il n'a carrément pas été exploité dans l'histoire. Donc le fruit du démon de Bonnie serait un moyen pour le gouvernement mondial, le Gorosei, depuis des dizaines ou même des centaines d'années, de conserver un semblant de forme physique
Pourtant, ce pouvoir aurait une limite et cette limite aurait été atteinte. En effet, les pouvoirs des fruits du démon ont beau être absolument incroyables, tous ont une limite à force d'utilisation, ou même des conditions. Le Yami Yami no Mi rend Teach particulièrement puissant, mais amplifie les dégâts qu'il prend. Celui d'Ivankov, à cause des hormones injectées, réduisent la durée de vie de celui qui en bénéficie. Celui de Brook nécessite carrément de mourir une fois pour être effectif. Bref, c'est peut-être la même chose avec le fruit de Bonnie, qui révèle justement dans un précédent chapitre que le pouvoir de son fruit n'est pas permanent sur les êtres vivants. Donc en utilisant à de trop nombreuses reprises son fruit du démon sur le Gorosei pour peut-être conserver leur âge ou simplement mettre à l'arrêt le vieillissement de l'organisme qu'ils peuvent subir à cause du temps, son pouvoir finirait par perdre en effet. Ce qui expliquerait pourquoi Saturne estime ne plus avoir besoin d'elle, et j'ai peut-être un autre argument à cela qui est justement le deuxième point que je voulais aborder. Connaissez-vous l'Eucharistie? C'est le nom qu'on donne à un sacrement chrétien, un rite rendant grâce au Père par son Fils dans l'Esprit pour le don qu'il a fait de sa vie. Pour faire un petit peu plus simple, c'est la commémoration du dernier repas de Jésus pendant la scène avec ses disciples avant sa crucifixion. Et il est marqué par deux aliments très symboliques, considérés comme le corps et le sang de Jésus, le pain et le vin. Ok, maintenant dans ce chapitre 1089, nous avons quelque chose d'assez rare pour être noté. Nous voyons pour la première fois un membre du Gorosei manger, et en l'occurrence il s'agit de Saturne. Et moi personnellement, il m'a semblé le voir manger du pain et boire du vin, exactement comme le dernier repas qu'a donné Jésus à ses disciples. La finalité de cette remarque serait qu'Oda est teasé dans ce chapitre entre le rejet de Jewelry Bonnie par le Gorosei alors qu'elle serait éventuellement la source de leur jeunesse et la symbolique de l'Eucharistie précédant le décès de Jésus, la mort d'un des doyens, en particulier Saturne. Bon, alors ça a beau être une théorie, il faut quand même que je mette en avant un problème que vous pourrez peut-être m'aider à résoudre. Je pensais pas vous demander ça un jour, mais d'après vous, Saturne il mange du pain ou une saucisse? Non mais je me vois déjà poster par des comptes Twitter en mode c'est ça vos youtubeurs One Piece avec leur théorie sur du pain et des saucisses là? Ah vraiment, quelle vie on mène. Bon, avec un petit peu plus de sérieux, il faut vraiment considérer la théorie du repas de Saturne, hein. Car qu'on le veuille ou non, s'il bouffe vraiment du pain, il y a un problème. Parce que l'une des 5 plus grandes personnalités mondiales ne devrait pas se rassasier de seulement 3 morceaux de pain, alors qu'à côté ils bouffent tous des trucs bien meilleurs. D'ailleurs, ils bouffent quasiment tous dans ce chapitre, hein. Surtout vu les connotations très religieuses d'Imu, du Gorosei et de Marie-Joise en général. Si Saturne n'avait comme repas seulement du pain et du vin, avant de prendre d'assaut Egghead le jour d'un événement qui changera le monde entier, comme personne n'a pu l'imaginer, eh bien moi je parviens facilement à imaginer la mort d'un personnage. Ce personnage serait peut-être Saturne, ou Saturne serait peut-être à l'origine de cette mort. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de si dans cette théorie, et tout se repose vraiment sur ce morceau de pain, car si jamais ça n'en est pas un, ben c'est foutu. Parce que ouais, on peut se dire qu'il s'agit d'un autre aliment, une saucisse ou un autre truc du genre. Donc écoutez, dites-moi ce que vous voyez sur cette case. En tout cas j'espère avoir raison, sinon toute cette théorie n'aura plus aucun sens. Ça va, vous êtes encore ici, vous avez pas quitté, hein, ça serait dommage, hein, en si bon chemin, alors qu'on va commencer à parler de vraies bonnes théories, même si j'avoue beaucoup kiffer celle sur Saturne malgré le rire qu'elle m'a procuré. L'un des points principaux de ce chapitre reste quand même le discours de York adressé directement au Gorosei. Un discours retransmis aux Mugiwara qui sont devant elle et qui comprennent ainsi entièrement la situation, sous-entendant donc qu'ils n'en avaient pas vraiment connaissance avant ça. Dans cet échange, une chose m'a vraiment intéressé et elle concerne Mother Flame, l'arme ayant détruit Lulusia dont le nom fut révélé au chapitre 1086. Le Gorosei demande une nouvelle arme. York étant celle qui leur avait fourni la première et étant capable de la reproduire, ça ne devrait pas poser de soucis. Enfin presque, elle révèle avoir besoin de la station d'énergie présente uniquement sur Egghead. Ce qui est intéressant, c'est la note présente dans la version anglaise de la scantrate du chapitre. Les kanji utilisés peuvent aussi se lire réacteur à fusion. Pour ceux qui ont à nouveau suivi ma review du chapitre 1086, et j'en parlais il y a de ça quelques minutes, j'avais déduit que Mother Flame était la représentation de l'arme nucléaire que Vegapunk a mis au point et que le gouvernement utiliserait. Je vous laisse le passage pour mieux comprendre et contextualiser. Le personnage de Vegapunk est inspiré d'Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. On lui doit énormément de choses et malheureusement, il est directement lié à la création de la bombe nucléaire. Son savoir et ses avertissements ont contribué à accélérer le processus de création de la bombe nucléaire chez les Américains, craignant que l'Allemagne fasse de même. Peu importe, son histoire croise celle de la bombe nucléaire et c'est tout ce qu'il faut retenir. Le véritable Vegapunk n'aurait alors jamais créé volontairement une telle arme. York, cependant, aurait parfaitement pu mettre les connaissances du plus grand scientifique du monde à disposition du gouvernement mondial afin qu'il puisse créer une arme de destruction massive, ce qui expliquerait les paroles du Gorosei
Gorosei, sous-entendant qu'ils ne peuvent utiliser à leur convenance cette arme car l'énergie nucléaire déployée est rare et coûteuse. Cette théorie expliquerait alors l'ombre dans le ciel qui ne serait ni plus ni moins qu'un moyen d'invoquer cette puissance nucléaire depuis les airs, exactement comme les bombes larguées depuis les avions. Oda intégrerait alors un nouveau fléau de notre monde après les dérèglements climatiques d'Alabasta, les dangers de l'industrialisation sur Wano Kuni, voici que les dérives du monde scientifique seraient mises en avant. Et pour ça, quel autre arc qu'Egghead pourrait mieux traiter le sujet? Ok, donc là si on revient aux révélations de ce chapitre 1089 expliquant que York est bien celle ayant construit et ou fourni le Mother Flame au gouvernement et qu'elle a besoin d'un réacteur à fusion pour le faire fonctionner, eh bien c'est la confirmation de ma théorie, let's go! La mienne mais aussi et surtout celle de Nina qui nous a parlé de fusion et fission nucléaire dans cet arc il y a de cela plusieurs mois, je ne peux que vous conseiller cette théorie qui est un pur banger. De mon côté, si ça confirme mes dires remontant à quelques chapitres en arrière, ça me projette également dans une autre théorie encore plus complète sur le cheminement des prochains chapitres et des prochains événements sur Egghead. Alors, allons-y pour la théorie ultime de cette vidéo. L'île est cernée par la marine et le gouvernement est bien décidé à en finir avec les Vegapunk et les Mugiwara. Aucune issue ne semble avoir été découverte si ce n'est qu'une, le ciel. Vegapunk aurait créé un système aérien incrusté sur la partie supérieure d'Egghead, la partie principale. Pourquoi? Car c'est le plus grand scientifique du monde et son cerveau, celui qui regroupe les données les plus importantes que la Terre peut posséder, se trouve précisément dans cette zone. L'installation et l'utilisation du dôme frontière est la preuve formelle que Vegapunk veut protéger et peut protéger ce véritable trésor de l'humanité. La guerre risquant d'être compliquée à mener contre plus de 30 000 soldats de la marine, des vice-amiraux, un amiral et un puissant membre du Gorosei, la fuite serait la meilleure solution pour préserver au maximum le plus grand scientifique du monde. Que la partie supérieure d'Egghead décolle comme une fusée et se sépare du reste de l'île n'est donc pas difficile à imaginer, en particulier avec le génie de Vegapunk dans un contexte autant futuriste. Pourtant, ça causerait un gros problème. Luffy serait séparé du reste du groupe. Le chapitre 1074 aurait teasé un important événement, quand Luffy était le seul parmi les Mugiwara à avoir cassé ses chaussures anti-gravité, lui permettant de voler comme le font les autres. Un fusil de Tchekhov qui prendrait effet lorsque Egghead décollera. Les chaussures défaillantes de Luffy qu'il s'est bien caché d'avoir cassées pour éviter de devoir les rembourser seraient la cause de sa séparation avec le reste de l'équipage. Son avenir après ça resterait incertain. De mon côté, j'aime imaginer qu'il puisse se faire capturer par la marine, à la fois car chacun des arcs de One Piece met en avant ce scénario. Oui, Luffy finit toujours soit en prison, soit par se faire capturer par le groupe ennemi, ce qui serait le cas aujourd'hui. Et également car nous aurions là un parallèle avec son grand-père, également détenu, mais cette fois-ci par l'équipage de Barbe Noire. Les Monkey D seraient donc dans une mauvaise posture et seul Dragon pourrait leur venir en aide. Alors que Egghead pourrait s'envoler en devenant temporairement une île céleste, pour échapper à la destruction et que Luffy resterait sur mer à cause des événements cités à l'instant, York, la traître des Vegapunk, parviendrait également à échapper aux Mugiwara en restant sur la partie inférieure d'Egghead. Le pire arrive alors. Elle rejoindra le gouvernement mondial et pourra alors répliquer Mother Flame, l'arme de destruction massive. Le réacteur à fusion nécessaire dans la création de l'arme se trouverait justement dans la partie d'Egghead, restée sur place et qui sera réquisitionnée par le gouvernement. Nous aurons là un scénario catastrophique similaire à celui de Pluton durant l'arc d'Enies Lobby. Une forme d'arme antique découverte, reproduite et utilisée par le gouvernement. Ils n'ont peut-être pas mis la main sur Pluton, mais Mother Flame est tout autant dévastatrice. York contribuera alors en alimentant cette puissance destructrice à créer un véritable apocalypse volontairement déclenché par le gouvernement mondial. Comme nous avons pu le constater dans ce chapitre, l'utilisation de Mother Flame sur Lulusia eut des conséquences catastrophiques que nous n'avions pas osé imaginer. Le tremblement de terre se faisant ressentir partout dans le monde et la montée du niveau de l'eau était le signe du début de l'apocalypse. Un apocalypse qui semble avoir déjà eu lieu par le passé. L'étonnante ressemblance entre le trou d'Enies Lobby et celui du Lulusia a, je pense, sauté aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons peut-être la révélation de ce qu'il s'est passé il y a 800 ans, à cet endroit précis. L'ancien pays qui se tenait ici fut détruit grâce au pouvoir d'une arme antique, sans doute Pluton, car c'est ici que se tenaient les ennemis du gouvernement. Et comment nous pouvons être sûrs que c'était il y a 800 ans? Car dans le chapitre 426, des marines révèlent qu'Enies Lobby est restée une forteresse imprenable depuis 800 ans, soit exactement la période à laquelle le gouvernement mondial fut fondé. Si Enies Lobby a bel et bien 800 ans, ce trou béant dans l'eau remonte alors à la même époque, si ce n'est plus. Mother Flame est donc une reproduction d'une arme du siècle oublié, voire de l'ancien royaume, puisque Vegapunk utilise la même technologie que cette contrée antique ayant disparu il y a plus de 800 ans également. Et si la seule utilisation de cette arme antique eut des conséquences partout dans le monde, que ce soit dans les tsunamis, les tremblements de terre ou la montée du niveau de l'eau, alors cela signifie également que de tels événements ont eu lieu par le passé, comme à Enies Lobby.
Nous avons peut-être un début d'explication de pourquoi Wano Kuni s'est isolé pendant cette même période. Les grands murs bâtis autour du pays servaient peut-être à le protéger des intrus, mais également de la montée globale du niveau de la mer. Mais plus encore, nous avons peut-être là le thème final de la grande guerre de One Piece. Prenez du recul et analysez la situation. Le gouvernement mondial veut encore utiliser Mother Flame, ce qui bouleversera le monde d'une façon apocalyptique. Et le niveau de l'eau va encore monter, submergeant îles, pays et royaumes. Le gouvernement se sont préparés à cette guerre depuis des siècles même, et c'est la raison pour laquelle ils se sont installés sur Red Line, le toit du monde, car ici jamais la mer ne pourra les atteindre. Isolé sur le plus haut continent du monde, le gouvernement mondial sera à l'origine de l'enfer sur Terre, regardant depuis les nuages la désolation qu'ils causeront au reste du monde. Voici la fameuse purge à laquelle le Gorosei se préparait, une purge qui se transformerait en déluge, un mythe divin retrouvable dans absolument toutes les religions, les histoires et les anciens écrits, sacrés ou non. Le déluge est l'événement historique subi par toutes les espèces humaines, et c'est ce qu'Oda va reproduire dans son œuvre, et la montée des eaux n'est pas le seul indice, car un élément primordial dans cette théorie se trouve sur l'île des hommes poissons, et il se nomme le bateau Noah. Un bateau destiné à une prophétie très particulière, un bateau créé et protégé depuis des siècles par les hommes poissons, répondant au nom de Noah, l'équivalent anglais de l'arche de Noé, le bateau utilisé par ce dernier pour survivre au déluge divin. Voici les prémices de la fin du monde dans One Piece, l'utilisation d'une arme nucléaire ayant des répercussions sur la Terre elle-même qui forcera Poséidon, l'une des trois armes antiques et divines, à contrôler Noah pour sauver tous les êtres humains. York réussira à s'échapper et à rejoindre le gouvernement mondial pour créer plusieurs de ses armes, le plan diabolique d'Imu est en marche, et la grande guerre qui perdure depuis plus de 800 ans déjà pourrait toucher à sa fin et tourner en faveur des dragons célestes, des dieux vivant sur un sommet insubmersible, Red Line, expliquant ainsi davantage l'intérêt stratégique d'avoir établi leur domicile sur de telles hauteurs. La fin approche, la fin du monde dans One Piece aussi. Les signes annonciateurs se multiplient et ce chapitre en est la preuve formelle. Vais-je avoir raison ou non? Luffy va-t-il se faire capturer? Egghead va-t-elle s'envoler? Mother Flame sera la raison du déluge voulu par le gouvernement mondial et anticipé depuis des siècles par les créateurs de Noah? Ce ne sont que des théories, mais une chose est sûre, l'histoire prend de plus en plus souvent des tournants cataclysmiques, alors ne sous-estimez aucun de ces indices. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une très grosse partie théorie et si elle a su vous charmer, alors n'hésitez pas à laisser un like pour me le prouver. Merci les bros, je vous souhaite alors un bon week-end, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.